Eh bien, nous nous retrouvons pour un nouveau webinaire. Cette fois-ci, nous allons aborder donc la thématique de la RSE au cœur de l'activité des OPAC. Pour ce nouveau webinaire, j'ai le plaisir de l'animer aux côtés de notre référente Performa, donc spécialiste de la RSE, Christelle Charrier-Roblin. Donc, bonjour Bonjour Christelle. à tous. Bonjour Euh, à tous. Ce webinaire donc, s'adresse à un grand nombre d'acteurs, que vous soyez formateur indépendant, consultant, directeur de CFA, directeur de centre de formation. Ce webinaire est vraiment pour l'ensemble des acteurs œuvrant dans la formation professionnelle. Nous avons pensé et construit ce webinaire avec une ambition très forte. C'est mettre vraiment, et pas seulement pour se donner bonne conscience, mais c'est mettre vraiment la RSE au cœur de vos décisions stratégiques. Donc, véritablement, voilà, pendant cette heure, vous êtes chez vous, les portes de la communauté vous sont donc ouvertes. Nous sommes ravis de vous accueillir. Et je pense que si vous êtes ici avec nous, c'est parce que vous avez bien compris qu'il était temps de sortir la RSE du placard pour faire converger les notions de développement durable et avec la notion de robustesse des activités économiques, mais aussi de réconcilier la réglementation avec le pilotage stratégique de votre organisme ou de votre cabinet. Euh, En tout cas, voilà, on vous accueille avec chaleur et joie parce qu'on vous sait engagé sincèrement au cœur de la formation professionnelle. J'ouvre ce webinaire donc en vous sollicitant à la fois tout au long du webinaire, tout au long de la présentation qui va être faite. Donc véritablement, n'hésitez pas à laisser à couper vos micros, mais par contre à laisser votre caméra ouverte pour ceux qui le souhaitent. Mais surtout, sentez-vous totalement libre d'interagir pour partager vos vécus et enrichir ce temps collectif avec vos regards et nos regards croisés. Donc, la thématique d'aujourd'hui, vous l'avez à l'écran, donc on aura 6 points. Le premier, véritablement, on va présenter effectivement l'expertise RSE et Christelle va pouvoir vous détailler, vous présenter qui elle est, comment elle œuvre, ce qu'elle propose et en quoi voilà, c'est notre référente spécialiste sur ce thème. Ensuite, nous reviendrons effectivement sur la clarification des concepts pour comprendre un petit peu de ce dont il retourne quand on parle de CSRD, ESG, RSE, bref, tous ces sigles. Nous vous présenterons aussi les premières étapes pratiques pour construire ou renforcer. Voilà, parce que je suis persuadée que certains d'entre vous ont déjà amorcé la démarche RSE. Et nous aborderons la façon d'anticiper les réglementations futures pour que la RSE devienne un véritable votre avantage compétitif pour vous démarquer sur le marché de la formation. Donc, je me tourne vers Christelle. Rapidement, pour vous dire, Christelle, en fait, a intégré la communauté Performa, elle vous l'exposera, depuis 2022. En tant que référente spécialiste, elle a souhaité s'impliquer auprès des affiliés de la communauté pour les guider, les conseiller, réfléchir avec eux aux actions concrètes et utiles à déployer dans leurs activités quotidiennes pour, comme je vous l'ai présenté en amorce, faire converger véritablement la démarche RSE avec la durabilité, à la notion de durabilité d'entreprise, et ce, avec la force d'un collectif engagé. Donc, on prendra le temps, en fin de webinaire, de parler véritablement de Performa. Mais là, place au sujet du webinaire et je laisse avec plaisir la parole à Christelle. Merci beaucoup, Élodie.
Donc écoutez, moi je suis Christelle Charrier-Roblin. Ça fait très longtemps que je travaille dans le domaine de la formation professionnelle. Depuis 25 ans, j'ai travaillé comme responsable formation dans deux grosses entreprises de l'industrie automobile. Et puis après, j'ai dirigé donc un organisme de formation spécialisé dans les métiers du bâtiment. Et puis en 2018, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale et j'ai créé donc le cabinet Effet Conseil. Voilà, donc aujourd'hui, mes missions, c'est vraiment des missions de conseil, des missions de formation. Euh, alors, autour de quoi? Autour de pas mal de choses, en fait, hein, dans le champ de la formation professionnelle, parce qu'on a la chance d'avoir un secteur d'activité riche, dans Mm. lequel il se passe pas mal de choses et sur lequel, en fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut intervenir. Donc, je travaille pour enregistrer des certifications dans les répertoires nationaux de France Compétences, création ou renouvellement. Je travaille aussi beaucoup autour de la certification qualité Calliope. J'accompagne aussi des clients à faire de l'ingénierie de formation. Ma spécialité, ça reste aussi les dispositions légales et réglementaires. Et puis, plus récemment, donc, les démarches RSE. Voilà. Donc, ouais, j'accompagne tous les prestataires d'actions concourant au développement des compétences, c'est-à-dire les OPAC, quelle que soit la catégorie sur lesquelles, là où les catégories sur lesquelles ils interviennent. Ça peut être des CFA comme des consultants formateurs. Et puis voilà, je peux vous aider à initier, structurer une démarche RSE et puis à intégrer aussi les questions RSE dans vos certifications ou dans vos parcours pédagogiques, puisque les deux sont liés. Donc, merci pour cette présentation. Nous ouvrons donc ce webinaire sur la problématique de la RSE en tant que stratégie centrale pour transformer durablement l'activité d'une entreprise, quel que soit son statut juridique, quelle que soit sa taille. Ce webinaire va donc s'attacher à vulgariser les évolutions réglementaires en matière de RSE. Donc Christelle vous l'a dit, notamment sur les certifications, on en parlera plus en fin de webinaire. Que vous soyez responsable de structure ou même consultant avec votre propre cabinet indépendant. On va s'attacher aussi à démontrer l'opportunité d'initier la démarche RSE pour donner plus de sens et d'impact à vos pratiques. Et véritablement, je le répète, notre approche, elle se veut pédagogique et participative. Donc surtout, si vous souhaitez compléter, étayer nos propos ou nous faire part de retours d'expérience, vous levez la main. Vous ouvrez vos micros, vous prenez la parole tout au long du webinaire. Il n'y aura pas de partie questions en fin de webinaire, d'accord ? Véritablement, les questions, il faut les poser au fur et à mesure. Dans la zone commentaire, bien sûr, vous pouvez. Ouais, dans le chat. Dans le chat directement. Mais on est tellement peu nombreux que ça peut se faire aussi Voilà, en ouvrant le micro. Enfin, c'est je, pour ça. je, je, je propose, mais Tu as tout à fait raison. Le but, c'est de réfléchir ensemble pour œuvrer à la structuration d'actions durables et au service de vos activités. C'est parti. merci. En fait, ouais, vraiment, si vous avez des questions, posez-les en direct, micro. Je pense que ça. Moi, en fait, j'ai envie de vous poser plein de questions, savoir qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Mais bon, on va faire les choses comme Elodie l'a prévu. Donc, il y a plein de termes qui circulent autour de la RSE et c'est vrai qu'on peut se mélanger un petit peu les pinceaux. Donc, la RSE et le développement durable, est-ce que c'est la même chose? Bah oui, en fait, c'est la même chose. Simplement, c'est l'échelle qui n'est pas la même. Le développement durable, c'est à l'échelle, à la grande échelle. C'est un objectif global, voilà, qui concerne tous les secteurs d'activité de la société. La RSE, c'est le développement durable appliqué à l'échelle de l'entreprise. On parle aussi souvent de RSO, donc on ne sait pas ce que c'est. RSE, c'est OK, on en parle. RSO, qu'est-ce que c'est?
Bah, c'est la même chose, simplement, c'est le développement durable appliqué à l'échelle d'une organisation. Donc, parce qu'il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi des établissements publics, des associations. Voilà. Donc voilà pour clarifier un petit peu le vocabulaire. Alors, le terme, enfin les termes développement durable proviennent de l'anglais. Je vais vous faire partager mon accent formidable. Sustainable Development. Alors, sustainable, ça veut dire durable, soutenable. Donc voilà, c'est une traduction plutôt littérale. En fait, c'est quoi le développement durable? C'est comment on répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins futurs. Donc du coup, le développement durable, il se situe vraiment à la croisée de trois cercles, de trois environnements. Et c'est donc, si je simplifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est réussir à faire son business en prenant en compte son impact, positif si possible, sur l'environnement et sur les individus. C'est comme ça qu'on pourrait donner une définition assez simple du développement durable. Donc on est à la croisée des trois cercles. Voilà. Alors, pourquoi on parle de développement durable depuis des années? Eh bien parce que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Hein. Là, vous avez sous les yeux donc l'infographie faite par le gouvernement sur le dépassement des limites planétaires. Donc, on a 9 limites planétaires. On ne va pas les détailler parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui et c'est juste pour introduire la RSE. Mais voilà, on a 9 limites planétaires, 4 sont déjà dépassées, 2 sont en cours de l'être. Et si on regarde, eh bien, la France, elle consomme beaucoup plus de ressources qu'il ne le faudrait. Ça se mesure assez facilement depuis 50 ans. Voilà. Il y a 50 ans, en 1970, enfin il y a 50 ans, oui, 55 ans en fait, je suis née en 71, donc c'est facile de faire les calculs. Donc jusqu'au début des années 70, en fait, on était sur un système assez équilibré, c'est-à-dire que les ressources que l'on consommait pour faire fonctionner notre économie étaient celles que pouvait produire la planète. Le truc, c'est que depuis les années 70, notre économie s'est emballée, vous le savez, et on s'est mis à consommer beaucoup plus ce que la planète, finalement, peut nous fournir en ressources. La France se situe au même niveau que l'Allemagne en termes de jours de dépassement, c'est-à-dire que voilà, au 1er août 2024, nous avions déjà consommé une année entière de ressources pour faire fonctionner notre économie. Donc, il faut pas, enfin, on ne peut pas continuer comme ça encore longtemps et vous le savez. Alors, donc, le 5e rapport du GIEC montre maintenant, enfin, a montré avec certitude que l'activité humaine était la principale cause du réchauffement climatique. Donc notre planète se réchauffe et ça a un impact profond sur nos sociétés. Ça ne sera pas tenable à terme, on en voit déjà les conséquences. Donc climatiques, je parle évidemment des tempêtes, des inondations, mais bon, il n'y a pas que ça. Ce qui se profile comme à l'horizon, c'est la montée des océans, c'est des pénuries d'eau, c'est contradictoire, mais c'est la réalité. C'est la baisse de la production agricole, donc la baisse de nos ressources alimentaires, donc des famines, donc des déplacements de population, etc. Donc chaque centième de degré, chaque dixième, chaque centième de degré compte. Et un des exemples de conséquences du réchauffement climatique, c'est la biodiversité qui est, c'est le deuxième
enjeu après, enfin, c'est un des enjeux du réchauffement climatique, c'est qu'on a une biodiversité en danger sur à peu près 8 millions d'espèces connues, donc espèces animales, espèces végétales connues. On a déjà 1 million d'espèces qui sont en voie de disparition. Et juste pour la petite histoire, bah, l'être humain fait partie des espèces animales. Oui, Donc voilà. quand on regarde le pourcentage pour les mammifères, on voit bien que voilà, à 21, Ouais, à 21%, bah, on est dedans. on est dedans, exactement. Donc les chiffres sont là, c'est établi, tout le monde le sait. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? En gros, c'est ça. Et Kate Raworth, c'est une Anglaise qui nous dit qu'en fait, il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin possible pour réorienter notre économie vers un modèle évidemment plus juste, plus durable. Donc, elle a établi ce qu'on appelle le donut. Donc, ça ressemble, son schéma ressemble vraiment à un donut. Il se mange moins bien, je pense. Donc, en fait, on sait que les sciences naturelles définissent en fait des limites extérieures. C'est ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, en France, 4 sont déjà dépassées et 2 en cours de l'être. Donc voilà, ça, c'est les limites auxquelles on ne peut pas aller au-delà. Voilà. Et puis, il y a aussi des limites intérieures qui concernent plutôt les questions de justice sociale. Et donc, les questions de justice sociale définissent des limites intérieures. Et en fait, avec ce donut, on s'aperçoit que l'espace dans lequel on peut continuer à fonctionner, bah, c'est à l'intérieur de ces deux limites. C'est un espace que Kate Raworth a qualifié de sûr et de juste pour l'humanité, dans lequel, voilà, on peut avoir une économie, enfin, on peut faire prospérer une économie inclusive et durable. Donc, c'est un modèle économique voilà, qui est vraiment intéressant, qui n'est pas nouveau. Hein, ça date de 2011, je crois, ou 2012. Enfin, c'est pas nouveau. Mais bah, en fait, c'est vers ça qu'il faut tendre et les Nations Unies l'ont bien compris. Alors, les Français dans tout ça. Eh bien, les Français, selon une enquête qui n'est pas récente, mais quand même, ils disent que la transition écologique, c'est leur deuxième préoccupation. Deuxième préoccupation, après, la santé. Bon, les deux sont liés. C'est ce qui va La de pair. santé et la transition écologique, c'est lié. Donc on voit bien que le sujet aujourd'hui, il est sur la table et que les Français, ils ont des attentes vis-à-vis de tous les acteurs, en fait. Donc ils se disent prêts à changer de mode de vie à 64%. Alors, ça ne veut pas dire que dans la pratique, ils le font déjà. Hein, et ils sollicitent déjà des solutions. Alors, évidemment, ils aimeraient bien qu'on développe davantage les énergies renouvelables. Alors, c'est l'éolien, c'est le solaire, c'est l'hydraulique, c'est la géothermie, la biomasse, etc. Bon, alors, bon, ils n'agissent pas trop dessus parce qu'à l'échelle individuelle, développer des énergies renouvelables, bon, on peut installer un petit peu de photovoltaïque chez soi, mais une éolienne, ça peut se faire, hein, des éoliennes pour des bâtiments individuels, mais bon, c'est quand même très, très marginal. Ils disent aussi qu'il faut absolument, à 69%, qu'on rende la rénovation énergétique des bâtiments obligatoire. Ok, qu'est-ce qu'ils font eux concrètement? Ça, c'est un autre sujet. Enfin, en tout cas, ce qu'ils aimeraient, c'est avoir des politiques publiques qui vraiment favorisent la rénovation énergétique des bâtiments. Il faudra aussi qu'on utilise plus les véhicules moins polluants, c'est-à-dire les véhicules électriques. Il faudrait aussi qu'on taxe l'aérien, hein, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le kérosène, donc le carburant utilisé par les avions, eh bien, il n'est pas taxé en France. Il est acheté très très peu cher par les compagnies aériennes. Et puis, ben, l'empreinte carbone d'un voyage en avion, d'un trajet en avion, c'est quand même pas la même empreinte carbone qu'un voyage en voiture, y compris avec une voiture thermique.
Bon, bah, là encore, les Français peuvent, enfin, ils pourraient faire des choses, hein, c'est-à-dire moins utiliser l'avion. Après, j'ai pas les derniers chiffres disponibles, mais c'est quand même une réalité. Les Français prennent moins l'avion. Et puis, ils plébiscitent aussi, par exemple, l'instauration de menus végétariens. Alors ça, très concrètement, quand on est un organisme de formation, c'est un levier sur lequel on peut agir. Donc voilà, ils sont des attentes et il va falloir les prendre en compte parce que ça va devenir de plus en plus, ça- dans leurs critères de choix, ça va devenir de plus en plus fort. J'aurais une question Ouais, justement compris. pour les participants. Justement, vous qui êtes avec nous, vous vous retrouvez, voilà, est-ce que vous vous retrouvez dans ces préoccupations? Et mon autre question, c'est est-ce que vous, au sein de vos activités, on parlait des menus végétariens par exemple, on peut tout à fait imaginer si vous êtes formateur ou directeur de centre et organisez des formations en présentiel, et si vous, voilà, si vous comptabilisez le repas du midi, est-ce que ce sont par exemple des préoccupations auxquelles vous êtes déjà soucié ou est-ce que c'est en voie de questionnement? Voilà, je pose la question à la collégiale. Parce que je sais Ils sont pas en train de si... manger de la viande. Oui, Sana, Oui, je mange de la viande. Oui, pardon. Alors, Il faut manger de la viande. de la bonne. disons qu'on pourrait être flexitarien et revoir un peu sa consommation de viande, mais bon, ça, au-delà de ça, je pense que c'est tout à chacun Bien sûr. sa sensibilité à ce sujet. Non, pour répondre à ta question, Elodie, nous, dans notre CFA et dans notre école, il y a des repas qui sont proposés effectivement via des distributeurs qu'on met à disposition en fait, pour pas citer des marques, Bien sûr. d'une grande marque de surgelés. Du coup, il y a du coup, le choix effectivement avec des plats végétariens, des plats poissons, des plats viande. Et dans notre cantine, il y a aussi cette possibilité effectivement d'avoir au moins un plat végétarien qui est proposé parce qu'on a les distributeurs d'un côté, mais on a aussi un restaurant cantine. Et donc, du coup, ouais, il y a aussi cette sensibilité, sachant que dans le restaurant, il y a quand même la sensibilité de préparer des repas dits local, ou Ah, en tout cas de saison, circuit court. Ah oui. Ça, c'est plutôt bien. de saison pour viser le local. Hmm. Donc voilà, donc c'est un peu voilà, des gestes qui sont faits à ce niveau-là. Parce que là, voilà, j'abordais cette question, c'était un exemple, mais il y a effectivement tout ce qui est la logique aussi du circuit court. Et Mm. on peut tout à fait imaginer, non pas être simplement sur la question de la restauration, mais être aussi sur l'utilisation de ressources en termes de livraison, voilà, qui soit... Avec une empreinte carbone diminuée voilà, parce qu'en circuit court. c'est ça, tout à fait. Là, on est sur une enquête, alors je ne sais plus de quand elle date, je crois que c'est 2021, je ne suis pas sûre. Enfin, c'était une enquête ADEME Mhm. avec une infographie novétique. Mais ce qui est sûr, c'est que les jeunes générations sont beaucoup plus en attente en fait de changement. Avec, vous le savez, hein, ils souffrent pour la plupart d'éco-anxiété. Donc, les choses vont évoluer vite, très vite. Mm. Maintenant, le Ah, réglementaire dans la tout ça. question de la réglementation. Alors, on ne va pas rentrer dans le Non. détail parce que c'est compliqué et on n'aura pas le temps. Et je ne suis pas une experte de la réglementation en matière de réduction des gaz à effet de serre ou de stratégie carbone, enfin décarbonée Mm. plutôt. En fait, on a vraiment trois échelles. On a l'international, avec le dernier accord de Paris, hein, l'accord de Paris, la COP 21, où là on a eu un engagement très très fort des États, et c'était la première fois, et depuis ça ne s'est pas reproduit, pour limiter l'augmentation de la température dans le monde. Donc voilà, alors on est sur une temporalité qui est étonnante, hein, puisque l'horizon, c'est 2100 versus les années, enfin l'ère pré-industrielle, donc 1850. Donc là, voilà. L'idée, voilà, c'est de ne pas augmenter de plus de 2 degrés entre ces deux périodes.
Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'Europe, on a quand même ce qu'on appelle le Fit for 55. Donc l'Europe s'est fixée à l'horizon 2030 une réduction des gaz à effet de serre de 55%. Voilà. Et c'est de là d'où vient la CSRD. La CSRD, c'est une réglementation européenne qui vise à donc, réduire les gaz à effet enfin, l'émission de gaz à effet de serre, qui est le principal responsable du réchauffement climatique, je resitue. Euh, alors, la CSRD, j'en dis quand même quelques mots parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler. Donc, ce sont plutôt les grandes entreprises qui sont concernées. L'entrée en vigueur de ces dispositions est progressive. Voilà, chaque entreprise, alors il faut dépasser certains seuils, on est sur des seuils qui sont quand même très élevés. Les entreprises qui sont concernées à l'instant T, c'est les entreprises de plus de 250 salariés qui présentent un bilan supérieur à 25 millions d'euros et un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Autant dire que dans la formation professionnelle, on a quand même peu d'organisations qui dépassent les seuils. Et donc, ces entreprises-là ont l'obligation, à partir de l'exercice 2024, donc là, ça s'applique maintenant, en 2025, d'établir et de communiquer sur un rapport de durabilité. Voilà. En fait, en gros, c'est qu'est-ce que je fais pour réduire, enfin, qu'est-ce que je fais en matière de RSE. Voilà. Donc ça, c'est à l'échelle européenne. Ensuite, on a aussi, donc à l'horizon 2030, on a quand même aussi la SNBC 2. Donc là, on est plutôt sur une stratégie nationale donc de la France pour arriver donc à un niveau bas carbone, enfin à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre à moins 40% pour justement rattraper les objectifs européens. La SNBC 3 devait être écrite pour 2023, on est en 2025, il n'y a toujours rien. Mais l'idée, voilà, c'est de tendre vers la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est pas demain non plus. Et puis en France, on a pris donc une loi qui est la loi énergie-climat. Donc, c'est notre politique en fait énergétique et climatique et énergétique française. Avec des objectifs, notamment par exemple de réduire de 40% l'utilisation d'énergie fossile, etc., etc. Bon, tout ça, c'est bien, c'est écrit, mais il ne se passe pas grand-chose. Il y a des revirements qui sont pas dans le bon sens, on peut le dire. Donc, bon, un jour, ça va arriver, d'un coup, d'un seul. Et puis, il faudra que tout le monde s'adapte, voilà, comme d'habitude. Pareil, j'aurais une question. Est-ce que toi, lors de tes accompagnements ou lors de tes formations RSE, quand tu formes les OPAC, est-ce que tu as déjà eu des retours d'expérience sur... alors, je parle d'organismes de formation ou de CFA ou d'écoles qui ont des bureaux, qui ont des locaux, pas le distanciel. Mhm. Est-ce que tu sens une prise de conscience voilà, notamment baisser l'énergie au sein des bâtiments, réfléchir à une énergie propre, réfléchir à la végétalisation, par exemple, de cours intérieurs ou de toits, voilà. Est-ce que c'est des sujets pour en revenir en fait aux préoccupations des Français et la question de la rénovation énergétique des bâtiments? Est-ce que c'est des choses qui sont déjà apparues? Alors, les questionnements sont là, c'est clair. D'accord. Les questionnements sont là. En revanche, globalement, assez peu d'OPAC se sont emparés du sujet aujourd'hui. Il y a des freins. Les freins, effectivement, c'est des freins qui sont communs en fait à l'ensemble des entreprises, pas que le secteur, pas uniquement le secteur de la formation, mais ils se disent ouais, j'ai pas les sous, j'ai pas le temps, alors qu'en fait, une démarche RSE, on le verra tout à l'heure, ça permet de développer sa performance économique, ça permet de faire des économies, etc. Après, j'ai aussi des organismes parmi mes clients qui me disent moi je fais de la RSE. Je vais vous donner un exemple. J'ai un client qui me dit
Ah bah moi, j'ai signé une convention de partenariat avec l'hôpital de ma ville. Du coup, les repas de l'hôpital qui ne sont pas utilisés, eh ben, on peut les récupérer pour les distribuer aux étudiants qui sont en situation de précarité chez nous. Ouais, ok. Ouais, c'est très bien, c'est une bonne action RSE, mais c'est pas de la RSE en fait. Parce que à côté de ça, ils ont des bâtiments qui sont des passoires thermiques. Voilà. Donc, en fait, ça s'apparente même à du greenwashing, de mettre en avant une action comme celle-ci, de dire moi je fais de la RSE, j'ai signé des accords pour nourrir mes étudiants, mes stagiaires, machin, etc. Alors que en fait c'est pas une stratégie globale, c'est juste une action qui est pas cohérente avec le reste. Et ben ça peut s'apparenter à du greenwashing. Voilà. Donc en fait, ce que je sens quand même, c'est que j'ai un autre client aussi qui est pas du tout au même endroit géographiquement et qui continue de distribuer en fait des ressources pédagogiques papier. Et à un moment, je vous dis, bah, pourquoi Régis, tu distribues encore? Ben parce que dans les appels d'offres, il y a 15 ans, on me demandait, ça faisait partie des critères obligatoires, il fallait des ressources papier à remettre aux bénéficiaires pour pouvoir remporter l'appel d'offres. Je dis, mais tu crois qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Et qu'est-ce que pensent les bénéficiaires qui reçoivent des ressources pédagogiques? Donc voilà, il y a des interrogations. Après, il y a des habitudes qui sont là. Il faut quand même les déconstruire. Voilà. Donc il y a des interrogations pour répondre à ta question. Après, vraiment des actions cohérentes, concertées, un peu moins. D'accord. Voilà. Donc, je pose la question aussi aux participants. Est-ce que certains d'entre vous ont entamé justement cette démarche, ont commencé à réfléchir à des C'est très très actions? bien hein, de commencer par des Mais petites c'est actions ça en RSE. fait, c'est ça. Ma question va par là. Ma question n'est pas est-ce que l'ensemble de votre raison d'être d'entreprise, l'ensemble de vos activités, voilà. Est-ce que Julien a levé la main. Julien, vas-y. Oui, ma réflexion, elle porte beaucoup sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ouais. Et on voit qu'elle se développe beaucoup dans le milieu de la formation. On, on connaît. En tout cas, on a a priori identifié quand même que c'était assez désastreux d'un point de vue écologique Oui. et pas seulement. Donc je me dis, est-ce que je ne sais pas trop comment en fait me positionner par rapport à ça, quoi. Est-ce que je peux Alors là, vraiment c'est affirmer une vraie question. C'est-à-dire que, ok, on peut pas, en fait, vous pouvez pas vous priver de l'intelligence artificielle. En plus, bon, dans 2 ans, on ne sera pas dans le même monde, hein, clairement. Donc, il ne s'agit pas de ne pas y aller pour des questions RSE parce que vous allez disparaître de votre marché. Donc, ce n'est pas l'idée. Mais c'est vraiment de faire une utilisation responsable des outils numériques d'intelligence artificielle. Et quand je dis une utilisation responsable, c'est une utilisation professionnelle et pas distractive, en fait. Voilà, parce que on interroge un peu ChatGPT pour tout et pour rien. Après, il faut bien choisir aussi ces outils. Il y a des outils qui sont plus éthiques que d'autres. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous utilisez des outils qui peuvent générer des images, pour illustrer vos supports, parce qu'on sait que la pédagogie par le visuel, ça fonctionne très très bien, et plutôt que d'aller utiliser Midjourney, etc., choisissez des solutions françaises, éthiques, responsables qui respectent les droits d'auteur. Donc Oui, voilà, parce il que faut ça choisir aussi, ces outils et pas les utiliser de manière distractive, comme je dis. Voilà. parce que ça Mais on peut aussi, pas, ça fait partie de la démarche. ouais, mais on peut pas se passer de l'intelligence artificielle parce qu'on se met une balle dans le pied, quoi. Mm. Dans 2 ans, on sera dans un autre monde, hein, clairement. Mais bien choisir ses outils. Après, si je peux compléter, Stéphane. vous pourriez aussi dans la démarche RSE indiquer comme quoi l'ensemble de vos prompts sont optimisés. Voilà, c'est aussi une façon aussi d'utiliser l'IA et de dire de façon responsable, on optimise nos prompts et Tout à fait. on fait pas 10 km de prompt pour un traitement, quoi. Ouais, tout
à Est-ce que fait. c'est pas aussi du greenwashing, ça, par contre? Enfin, je sais pas, moi, Ouais, mais ça me si après questionne tu es capable vraiment. de le prouver, ta note, elle sera, voilà, si quelqu'un vient auditer, si tu as un prompt qui fait en fait, tu as 2 interactions pour un résultat optimum, ouais, t'as pas 10 interactions pour le même résultat. Donc oui, après, mais si quelqu'un vient auditer, tu seras en capacité de dire, bah voilà, mon prompt, il fait peut-être 15 lignes ou 20 lignes, mais c'est de l'optimiser, quoi. Ouais, puis c'est combien de fois tu l'utilises, ton prompt? Oui. Ton prompt, hein. C'est ça aussi. C'est ouais, c'est vrai que juste pour replacer les choses dans leur dans leur Contexte. contexte, l'intelligence artificielle, derrière, bah, il faut quand même savoir qu'il y a des gros, 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 gros serveurs qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et qu'il faut les refroidir et que ça consomme aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc oui, il faut vivre avec son temps, il faut utiliser l'intelligence artificielle, mais de manière raisonnée, de manière responsable. Voilà. Est-ce que d'autres parmi vous souhaitent Sur cette question-là sur... aussi, quand on parle d'une action RSE simple à mettre en place, par exemple, c'est au niveau de la gestion de son parc informatique. Vous savez que les appareils électroniques type ordinateur, tablette, téléphone, ça mobilise des ressources rares, des métaux rares, hein. Donc, dans votre stratégie RSE, dans votre plan d'action RSE, vous pouvez intégrer des choses comme, par exemple, renouveler vos appareils électroniques tous les 5 ans, pas moins. Si vous les renouvelez tous les 3 ans, vous n'êtes pas bon. Ça peut être aussi, ben, ok, je renouvelle mes appareils électroniques tous les 5 ans et quand je les renouvelle, ben, je les fais recycler, ces mêmes appareils, par des centres de collecte qui sont agréés par l'État. Enfin, voilà, on peut agir à différents niveaux en fait, hein. Oui, c'est Euh, toutes ces actions mises bout à bout bout à bout. qui font que l'empreinte est moindre. Ouais, il y a une autre action que je peux vous citer et qui vraiment moi, me tient à cœur, c'est aujourd'hui, donc on envoie des mails, des messages en permanence, en toutes les heures, à tous les jours. Donc, moi, j'invite vraiment, c'est un geste simple qui coûte rien, c'est d'envoyer, bah, quand on envoie un mail, déjà pas envoyer un mail pour dire juste merci, parce que les mails qui coûtent, enfin, dans lesquels on dit merci, bah, ça mobilise de l'énergie. Et puis, donc, rationaliser le nombre de mails, bien sûr, et l'envoyer surtout sur les jours ouvrés, dans des plages horaires qui sont compatibles avec le respect de la vie privée. Ça, c'est vraiment une action RSE. C'est des petites choses simples qui coûtent rien et qui font du bien à tout le monde. Allez, on poursuit. Voilà pour les petites idées. Merci. Alors, la RSE, on parlait juste avant des dispositions légales et réglementaires, enfin d'un cadre, hein, plutôt. La RSE, avant toute chose, c'est comment dire, c'est d'assurer une conformité réglementaire sans compromis, en fait. Et dans le champ de la formation professionnelle, on est sur une activité réglementée, hein, par le Code du travail. Donc, il y en a, la réglementation. Donc, c'est déjà ça, déjà respecter la réglementation qui va s'appliquer à votre activité, mais aussi la réglementation d'une manière générale. Dans cette question centrale de l'ISO 26000 dont on va parler tout à l'heure, on a la question de la discrimination. Quand on est un centre de formation, bah, oui, on doit se prémunir contre le risque de discrimination pour information. Donc ça, c'est une réglementation, hein. Il y a 26 critères de discrimination qui ont été définis par la loi, et certains peuvent surprendre. Donc voilà, je vous laisserai après prendre connaissance du PowerPoint parce que le temps passe malheureusement et qu'on n'a pas le temps de détailler ce point. Mais voilà, rien que ça, le fait d'être très vigilant sur le respect de la non-discrimination, c'est déjà un bon point. C'est une action RSE. En fait, la RSE, elle est tout à fait connectée à la performance économique de l'entreprise. C'est ce que je disais au tout départ, hein. C'est quelles pratiques je mets en place pour
fonctionner, hein, faire fonctionner mon business, mais tout en ayant un impact positif sur la société. Les deux ne sont pas incompatibles du tout, contrairement à la manière dont on parlait de la RSE il y a 10-15 ans. Pour faire un parallèle avec notamment les certifications professionnelles, Oui, cette partie-là est dans tous les cas à intégrer au règlement de certification. oui, Alors tout à fait. peut-être que les participants appellent autrement ce document, note qualité, Qualité, procédure qualité, assurance qualité, bref, règlement d'examen, peu importe comment on le nomme, mais en tout cas c'est un des points qui est de toute façon à démontrer et non pas simplement affiché. à afficher, mais bien à démontrer la manière dont on se prémunit du risque, effectivement, de cas de discrimination, que ce soit à l'occasion d'un positionnement ou d'une évaluation de compétences. Mm. Allez. Maintenant, parlons justement de stratégie d'entreprise. Ouais. Comme je le disais juste avant, en fait, la RSE, il n'y a pas la stratégie d'entreprise et à côté la RSE. La RSE doit faire partie de la stratégie Mm. d'entreprise. Sinon, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est aussi simple que ça ne peut pas fonctionner. Donc, la RSE, c'est quoi? C'est définir des enjeux, en fait, des enjeux prioritaires sur lesquels vous allez pouvoir agir. Et pour définir vos enjeux prioritaires, il y a pas mal d'outils. Euh, le premier outil que moi j'utilise beaucoup parce que c'est celui qui me parle le plus, c'est l'ISO 26000. Et je le rappelle, l'ISO 26000, ce n'est pas une certification, c'est une norme internationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être certifié ISO 26000, c'est pas possible. C'est juste voilà, un référentiel international de bonnes pratiques en matière de RSE. Donc l'ISO 26000 est construit autour de cette question centrale. Vous les avez là, alors en petit, hein, mais elles sont là, les questions centrales, avec des points d'interrogation. Voilà. Donc, ça permet vraiment de construire sa stratégie, du coup. Il y a un autre outil qui sont, je sais pas, les 17 objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD des Nations Unies. Je trouve que c'est un petit peu plus difficile à appréhender parce que voilà, ils sont déclinés en sous-objectifs, mais il y en a tellement, il y en a 169 que bon, moi personnellement, j'ai vraiment une préférence pour les ISO 26000. Après, il y a des normes sectorielles, donc par secteur d'activité, sur lesquelles vous pouvez aussi vous appuyer pour construire, donc définir vos enjeux prioritaires RSE, ceux sur lesquels vous voulez travailler. Et puis, il y a d'autres outils encore, et ça sera la slide suivante. Là, on a des outils tels que le MSCI ou le SASB. Ne me demandez pas à quoi correspond l'acronyme, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Donc, ce sont des outils internationaux et qui, vous pouvez en fait choisir des secteurs d'activité. Et là, l'image qui est présente à l'écran, c'est une capture d'écran issue du MSCI. Et donc, en fait, ça nous donne des enjeux prioritaires par secteur d'activité. Là, j'ai choisi le secteur d'activité, donc formation professionnelle. Alors, ça n'apparaît pas le mot formation professionnelle parce qu'en fait, là, j'ai fait une traduction avec mon navigateur. Donc, ce qui apparaît, c'est service d'éducation. Et on voit que les enjeux prioritaires, c'est évidemment d'agir sur ces émissions de carbone, sur ces approvisionnements en matières premières. Donc, ça renvoie au matériel informatique dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est sur le pilier E, environnement. Sur le deuxième pilier, donc social, la qualité, la sécurité des produits, évidemment. La confidentialité et la sécurité des données. En fait, on s'aperçoit que nos clients, les clients dans le champ de la formation professionnelle, sont très très sensibles à la manière dont leurs données personnelles, là on est sur du RGPD, vont être, comment leurs données vont être traitées en fait. Hein. Et puis, quand on est une entreprise de la formation professionnelle, il est aussi important de développer les compétences de ses collaborateurs. Voilà. En matière de gouvernance, alors là, on pourrait dire plein de choses. Là, vous avez pas, voilà.
le MSCI travaille avec les 3 piliers ESG dont on entend beaucoup parler. On peut regrouper en fait toute notre stratégie autour de ces 3 piliers. Voilà. Et si on va sur la diapo suivante, là on est sur l'outil du SASB, donc c'est un autre outil international. Donc les termes là qui apparaissent, sujet de divulgation, c'est de la traduction littérale faite par le navigateur, donc c'est pas hyper pertinent. Mais ce qui apparaît à nouveau quand on va regarder quels sont les enjeux prioritaires du secteur de la formation professionnelle, et ben c'est encore la sécurité des données. Donc des stagiaires, des commanditaires qui apparaît en premier lieu. Donc voilà, les gens sont vraiment très très sensibles à cette question-là. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de leurs données? C'est la qualité évidemment, la qualité de la formation, mais aussi la qualité des emplois qui vont pouvoir être occupés derrière. Et puis c'est les pratiques de marketing et de recrutement. Voilà, Et on est en c'est plein hyper. dedans. Ouais, on est en plein dedans là. Mm. Là, il y aurait beaucoup à dire. On pourrait lancer un débat. Mm. Donc voilà, il faut savoir que vos interlocuteurs, ils sont très sensibles sur ces sujets-là. Ils attendent de vous des actions concrètes. Et c'est là, on parlait tout à l'heure d'avantages pour se distinguer sur le marché. Eh bien, c'est notamment la prise en compte de ces enjeux qui sont des moments de souffrance justement pour nos bénéficiaires, pour nos clients. Donc autant les mettre en confiance justement au préalable pour pouvoir se... De toute façon, ils vont examiner les pratiques. Hein. Voilà. Et quand une pratique ne leur conviendra pas, ça va être poubelle. On disait qu'on est en plein dedans avec justement ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur et avec la loi le projet de loi qui va venir réguler justement en termes de communication et d'engagement en fait de la promesse envisagée. Donc du fait qu'on parle de stratégie entreprise, forcément on parle de RSE et donc forcément on parle de parties prenantes. Ouais. En fait, quand une entreprise ou un organisme de formation travaille sur ces enjeux RSE, la première chose à faire, une fois que vous avez déjà commencé à identifier vos enjeux prioritaires, c'est de les partager avec vos parties prenantes. Alors, ce n'est pas les parties prenantes de l'indicateur 30 du référentiel national qualité. Je vous le dis tout de suite, la notion de partie prenante, elle est beaucoup plus large que ça. Il n'y aura pas envoyé l'enquête de satisfaction à la CDC. Voilà, c'est ça. Qui ne répond pas de toute façon. Vous pouvez vous envoyer un mail pour dire qu'elle n'est pas un financeur. Voilà. Mais les parties prenantes, alors c'est un vrai travail. Quand on se lance dans une démarche RSE, moi je fais toujours un atelier d'identification, de cartographie des parties prenantes avant même de les interroger. Et l'idée ensuite, c'est d'aller les interroger, c'est de construire un dialogue, mais pas simplement à un instant T, c'est de maintenir ce dialogue dans le temps et de les challenger sur vos enjeux. Ça vous permettra donc d'affiner vos enjeux. Dire, par exemple, si mon enjeu, je ne sais pas, c'est de travailler sur la question du transport, par exemple, hein, ça peut être très large, le transport, ça peut être le déplacement des formateurs, le déplacement des stagiaires, le déplacement des salariés, ça peut être le déplacement des fournisseurs, hein, donc ça peut être la mobilité au sens large. Eh bien, vous allez échanger avec vos parties prenantes, vous allez collecter de la donnée quali et de la donnée quanti. Donc voilà, ça ne va pas se résumer à un petit questionnaire de fin de formation qui tient sur une page. C'est vraiment beaucoup plus que ça. On peut avoir du quanti, effectivement, avec des questionnaires numériques, etc. Mais après, derrière, c'est ce qu'on appelle des groupes focus ou des entretiens individuels pour aller vraiment creuser en fait, quels sont les enjeux sur lesquels ils ont envie que vous avanciez. Voilà. Et derrière, une fois que vous avez déterminé les enjeux avec vos parties prenantes, il s'agit de leur rendre des comptes à vos parties prenantes. C'est de mesurer. Hein. Donc, vous allez construire votre plan d'action, vous allez mesurer, et puis régulièrement, vous allez communiquer auprès de vos parties prenantes pour dire, voilà, j'en suis là. C'est ça la RSE. Et communiquer en RSE, c'est pas
c'est pas aisé parce qu'on va le voir tout à l'heure quand on va parler du greenwashing. On peut pas faire n'importe quoi. Alors, on en parlait, la RSE, finalement, c'est un vrai levier de performance économique. Il y a une étude de France Stratégie qui n'est pas récente, qui date de 2019, je crois, mais bon, c'est la dernière, c'est là où j'ai trouvé la dernière information chiffrée à peu près valable. Donc, les entreprises qui s'étaient lancées dans une démarche RSE, tout secteur d'activité confondu, pour le coup, là, on sort du champ de la formation professionnelle, eh bien, 13% d'entre elles, enfin non, les entreprises qui se sont lancées dans la RSE pouvaient afficher un gain de performance d'environ 13% par rapport à des entreprises qui n'avaient pas du tout travaillé le sujet. Et ce gain de performance, il est d'autant plus fort que la démarche est volontaire. Voilà. Donc, n'attendez pas la réglementation parce que du coup, comme tout le monde va s'y mettre, vous ne pourrez pas avoir ce gain de performance-là. Mais la réglementation, j'en parlais tout à l'heure, elle est loin, mais elle est loin aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui se passe demain et ça peut arriver de manière très, très brutale. Et moi, je trouve que c'est dommage de faire les choses uniquement par contrainte. Mais bon, c'est mon avis. Partagé. Alors, une démarche RSE, voilà, c'est une démarche globale. C'est une démarche structurée qui comprend des étapes. Donc, vous l'avez compris, il s'agit donc d'élaborer sa stratégie d'entreprise en intégrant donc les questions de développement durable et puis de confronter vos enjeux RSE avec les besoins de vos parties prenantes. Et c'est ça, finalement, qui va vous donner votre plan d'action RSE. Bon, après avoir dit ça, on peut dire plein de choses. En fait, la RSE, il y a plein de manières de l'aborder. Il y a plein d'étapes possibles. On peut commencer effectivement par définir la raison d'être de son entreprise avec des outils. Il existe des outils. Moi, j'utilise l'Ikigai ou le cercle d'or ou encore le Why. Ça donne du sens en fait. Ça va donner du sens ensuite à votre démarche. Donc, on peut commencer par là. On peut commencer aussi par la formalisation d'une stratégie RSE. Voilà. On peut commencer par là, sans avoir conduit d'action au préalable. Ce n'est pas un problème. Bon, quand on commence par ce bout-là, il faut quand même avoir mis en place une gouvernance. Et la notion de gouvernance en RSE, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on a 4 pouvoirs qui sont bien distincts. Et ces 4 pouvoirs-là, il faut les piloter. Voilà. On peut aussi commencer par un diagnostic RSE, si on pense qu'on a déjà mis en place des actions RSE. Donc ça veut dire qu'on peut commencer par conduire de petites actions RSE. Et voilà, on peut... Moi, ce que je propose, d'une manière un peu plus empirique, c'est de commencer par cartographier ses parties prenantes. Ça, je trouve que c'est le point de départ. De commencer par formuler sa raison d'être, ensuite de structurer sa gouvernance, ensuite d'identifier et de hiérarchiser ses enjeux, ensuite d'organiser la collecte des besoins, des attentes des parties prenantes, de construire son plan d'action et sa communication, et puis de faire vivre tout ça, parce qu'il va falloir mobiliser donc, des référents, des ambassadeurs. Alors ça va dépendre en fait de la quantité de personnes qui agit à l'intérieur de la structure, mais sur des CFA, par exemple, on ne peut pas conduire, en fait, mettre en place une démarche RSE sans avoir un réseau d'ambassadeurs. Parce que sinon, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, la RSE, si on passe à la slide suivante, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. C'est la roue PDCA. Donc, peu importe là où on commence, peu importe. L'idée, c'est de commencer à mettre un pied, de mettre les mains dans le cambouis. Donc, peu importe. Mais après, derrière, il ne faut plus que ça s'arrête, en fait. La roue, elle continue de tourner en permanence. Donc là, en fait, ici, dans cette roue, on retrouve les éléments qu'on trouvait sur la slide précédente.
On peut commencer par faire un état des lieux, on peut commencer par définir une gouvernance, etc. Là, vous avez un ordre un petit peu plus logique, je trouve. Voilà. En tout cas, voilà, là, c'est un bel outil pour pouvoir se dire très bien, à ce jour, j'en suis où, qu'est-ce que j'ai commencé, comment je me positionne, pour ensuite pouvoir enclencher le rouage. Mais comme tu dis, il ne faut pas... En fait, le message que je veux faire passer, c'est qu'il ne faut pas se dire OK, on va pouvoir tout faire en une seule fois. Non, c'est que chaque chose doit nécessiter une analyse en profondeur. Les enjeux, c'est quoi comme enjeu, même si ce sont des enjeux économiques, mais jusqu'où, combien, quand, si ce sont des enjeux satisfaction bénéficiaire, d'accord, mais qui, comment, voilà, de vraiment prendre le temps d'analyser chacun de ces constituants. Mm. Tout ça pour éviter, justement, d'être Alors, dans... une démarche RSE ne peut pas se faire sans communication auprès de ses parties prenantes, hein. Je vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous devez partager vos enjeux RSE avec vos parties prenantes et derrière, vous devez faire le point avec elles sur ce qui a été mis en place, ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, etc. Donc, la communication, ça fait vraiment partie intégrante d'une démarche RSE. Mais le risque est éventuellement de tomber dans le greenwashing. Alors, c'est quoi le greenwashing? C'est quand il y a une différence entre votre discours et les faits, en interne comme en externe. Donc, ça veut dire c'est souvent un message qui induit en erreur. Et aujourd'hui, donc, il existe une réglementation, hein, la loi climat, qui est venue, donc l'article 4 de la loi climat qui est venu donc réglementer c'est la communication en matière de RSE. Alors Élodie m'a fait passer juste avant notre visio. Ce matin, le procès total. Voilà, donc, un petit post LinkedIn. Intéressant, total. Bon, c'est un des premiers, en fait, grosses procédures judiciaires autour du greenwashing. Donc, ce sera intéressant de savoir comment les juges se positionnent. Par exemple, je vais vous donner un exemple de greenwashing. Ici, vous avez les différents types de greenwashing sur la diapo. Vous pourrez les regarder plus tard. Mais par exemple, vous communiquez sur le bien-être au travail de vos collaborateurs. Vous dites, parce que bon, quand on communique, il vaut mieux communiquer avec des chiffres, hein, il faut être précis, transparent, etc. Vous dites, voilà, en moyenne, chez moi, il y a une qualité de vie au travail qui est de 4,5 sur 5. Ok, parfait, super. Joli chiffre à afficher. Mais parallèlement, vous avez 5 arrêts de travail pour burn-out. c'est pas la Ça même. veut dire que finalement, le bien-être au travail, il n'est peut-être pas si évident que ça, quoi. Vous voyez, donc on peut avoir les chiffres, c'est toujours des éléments qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution. Donc, surtout pas de greenwashing, parce que de toute façon, ça va se retourner contre vous. Et ça se voit. Oui, ça se voit. Dès qu'on a un doute, c'est qu'il y a du greenwashing. Il y a un manque de clarté, il y a un manque de transparence. Donc, on en vient à la fin de notre webinaire, qui n'est pas encore terminé, mais je vois l'heure, il est 14h. Donc, en tout cas, le message délivré, je pense que nous avons fait le tour, en tout cas, d'une première vue de ce que peut être une démarche RSE au sein d'une activité d'OPAC. Un petit aperçu, voilà. Si certains peuvent encore rester avec nous, n'hésitez pas, parce qu'on a encore certaines choses à vous présenter. Et ceux qui doivent partir, vous aurez accès de toute façon au replay en temps venu. Après avoir dit tout ça, nous, au sein de la communauté, en fait, Performa, vous comprenez, depuis qu'on se voit en webinaire, l'ambition, c'est de toujours rester en fait en proaction. On l'a répété plusieurs fois là dans le webinaire, mais
très dommage d'attendre que la réglementation s'impose à soi pour pouvoir passer à l'action. Donc, adopter une attitude d'anticipation avant que les problèmes n'arrivent, pour nous, en tout cas au sein de la communauté, c'est nous permettre de rester alerte, vigilant et surtout avoir un coup d'avance plutôt pour toujours garder cet esprit ouvert et pouvoir se distinguer constamment sur le marché. Donc, une actualité à vous partager, c'est donc au courant de l'automne prochain, la communauté, donc Christelle, animera un workshop sur la thématique de la RSE et dont l'objectif sera, comme vous le voyez, de déterminer ses parties prenantes, de cartographier ses enjeux pour pouvoir engager un plan d'action RSE pour son activité, pour son entreprise. Ce workshop est un petit bout de la formation que Christelle propose et de la démarche conseil que le cabinet de Christelle propose justement à ses clients. Donc en tant que référente spécialiste RSE pour Performa, voilà, Christelle aura plaisir à vous convier à ce workshop pour celles et ceux qui souhaitent engager en tout cas la réflexion et se mettre en ordre de marche. Peut-être, Christelle, tu veux aborder un point sur justement la question des parties prenantes et comment ce workshop s'organiserait. En fait, il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de manières d'aborder la RSE. Ça peut être une porte d'entrée, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, on verra en fonction des personnes qui sont intéressées. On pourra discuter en amont de comment en fait les personnes veulent avancer, quoi. Vraiment, la RSE, c'est quelque chose, voilà, on peut y entrer de plein de manières différentes. Donc, c'est pour ça la proposition là, c'est vrai que la question des parties prenantes, elle est quand même fondamentale. Elle est fondamentale, mais on ne peut pas travailler avec ces parties prenantes tant qu'on n'a pas défini ses propres enjeux, c'est-à-dire déterminer quand même des enjeux prioritaires. Parce que le dialogue avec les parties prenantes, il est construit autour de ces enjeux. Donc on verra, mais il y a plein de choses à faire en tout cas. Il y a une question de Robin dans la partie commentaires concernant le greenwashing. Est-ce qu'il ne concerne que l'environnemental? Le greenwashing concerne toute la dimension du RSE. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple sur la note de bien-être au travail. C'est si on est donc sur le pilier social de la RSE et non pas ne concerne pas uniquement l'environnemental et non pas le sociétal. Je vois pas en fait le lien, je l'ai pas ouvert. Oui, Stéphane. Je me permets. Ah pardon. Pardon, Robin. Oui, non, vas-y. Mon propos, parce que si on regarde concrètement la définition du greenwashing, c'est de l'éco-blanchiment ou c'est du verdissage. Donc c'est très lié à des arguments. Lié à l'environnement. Voilà, mais non, en fait, les gens en fonction de l'environnement. Le greenwashing, ça peut être, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple tout à l'heure, ça peut être aussi dire, chez moi, il y a un climat social de dingue, et en fait, non, j'affiche une note de 4,5 sur 5 de bien-être au travail, et en fait, j'ai 5 personnes qui sont en arrêt de travail pour burn-out. Non, vraiment, la dimension sociale, elle fait partie intégrante de la RSE. Et ça, parce qu'il y a le mot green dans washing. Il n'y a pas d'autres mots, c'est ça? Il n'y a pas d'autres mots qui, comme on peut appeler le pinkwashing ou voilà, d'autres termes qui concernent principalement la qualité de vie au travail ou autre. Pas à ma connaissance. Alors, je sais, étant bien placée pour malheureusement l'avoir vécu, et je ne suis pas la seule, beaucoup d'entre vous aussi l'ont vu ou le subissent au quotidien, c'est le handy-washing. Ou justement dans les offres d'emploi. Aujourd'hui, il est fait mention d'une politique handicap instaurée au sein
au sein de la structure recruteuse et qui finalement ne mettent que peu en place l'adaptation des horaires, l'adaptation des matériels. Donc voilà, Robin, je sais qu'il y a ce nom qui existe en tout cas pour Oui. Oui, alors le handicap. Alors, on peut il y mettre a washing justement, partout. je viens de trouver le well-being washing, justement, Well-being Ah, parle, washing. qui parle exactement hmm, euh, de, de, de la différence, du clivage entre les apparences qui concernent le bien-être des salariés et ce qui est affiché Mm. dans les valeurs ou dans les offres d'emploi ou autre. hmm. Donc, c'est le well-being. Après, dans le greenwashing, on peut vraiment tout mettre. En tout cas, c'est communément, enfin Ouais, voilà, voilà, c'est ça. appelé et bon, quand on voit le terme, je pense qu'on comprend de quoi il en retourne. Avant de passer à l'offre de service, justement, pour compléter le sujet. Ah bah oui, pardon, Stéphane. Oh là là, j'avais zappé. Oui, Pas de oui, souci, oui. pas de souci. Je Allez-y. voulais simplement savoir si vous, dans le workshop ou dans l'accompagnement et ainsi de suite, vous parliez du référentiel que Acto a mis en place Ouais, sur la j'en démarche parle. RSE. J'en Ok. parle en première demi-journée. Ça fait partie des référentiels possibles en complément de l'ISO 26000, etc. Mais je connais très bien ce référentiel Acto. Il est sorti là en février. Je l'ai dévoré dès qu'il est sorti. Après, je trouve qu'il est très restrictif pour le coup, notamment sur les exemples d'actions possibles. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place que ce qui est noté dans Ok. ce référentiel. Mais j'en parle, ouais, tout à fait. Ça peut Ok. être une bonne porte d'entrée pour définir ces enjeux. Mais se limiter à ça, ce serait, je trouve, dangereux. Ok. Est-ce que d'autres participants ont des questions sur le sujet qu'on vient... le workshop ou sur d'autres, notamment sur certaines politiques RSE engagées ou en cours d'instauration au sein de vos structures. Petit sondage, voilà, est-ce que... Non, pour Julien, c'est bon. D'accord. Petit sondage à la volée. Qui a vent de la politique RSE instaurée au sein de sa structure, si vous êtes au sein d'une entreprise. Parce que je sais qu'on a beaucoup d'indépendants là. Et par exemple, Géraldine ou... Non, Géraldine, je crois que vous êtes indépendante aussi. Mais Sana? Alors, on peut Oui, je mettre suis en place... indépendante. Ouais. Oui, vous êtes indépendante, d'accord. Ok. On peut mettre en place une démarche RSE, même si on est tout seul, en fait. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Moi, je sais que ben voilà, c'est un sujet qui me passionne et j'ai mis en place plein de choses. Alors, ben, ma stratégie, je la construis toute seule, mais bon, voilà. Par exemple, j'ai changé de banque. C'est un exemple, voilà, vous n'auriez peut-être pas pensé à ça. Et voyez ça dans le guide Acto, vous n'allez pas le trouver, ce genre de choses. Bah ouais, j'ai changé de banque, j'étais au CIC, je suis passée au crédit coopératif. Au moins, je sais que ben, l'argent que j'ai sur mon compte, il ne va pas aller financer des industries fossiles, voilà, tout simplement. Alors, les placements vont moins rémunérer, mais c'est une manière aussi d'agir, de choisir une banque éthique, responsable, Mm. et qui ne soutient pas, euh, enfin, qui soutient l'économie verte, on va dire. Ça peut être aussi, évidemment, quand on est consultant, formateur indépendant, on va essayer d'agir sur ses déplacements. Hein, sur la mobilité, c'est un vrai enjeu quand même. Donc, on va utiliser plutôt des modes de transport décarbonés comme le train, le vélo, la marche à pied. Euh, voilà, on va utiliser des formats hybrides pour présentiel, distanciel, ou exclusivement distanciel pour les prestations qu'ils permettent. Ça, c'est des engagements forts que vous pouvez prendre.
Après, ça peut être aussi une gestion éthique des échanges commerciaux, hein. Déjà, rien que le fait de pratiquer des tarifs non différenciés, c'est un vrai premier pas parce que dans la formation professionnelle, On le connaît. on Oui. a beaucoup de pratiques tarifaires Mm. avec différenciation, Mm. ce dans les publics, mais ça, en fait, c'est pas autorisé. En fait, c'est pas légal. Vous devez pratiquer le même coût pédagogique pour l'ensemble de vos clients, qu'ils soient financés, pas financés, qu'ils aient des sous, qu'ils aient pas de sous. On peut pas en fait faire de la discrimination. C'est aussi respecter les délais de paiement de vos fournisseurs. C'est aussi être transparent sur vos CGP. Enfin, il y a plein de manières d'agir, mais même quand on est un consultant formateur indépendant seul, et de le mettre en avant. Et l'idée, c'est de le mettre en avant lorsque vous répondez, par exemple, à des appels d'offres ou quand un client vous sollicite. J'ai aussi vu qu'il y existait des boîtes mail, voilà, des boîtes mail, des messageries, même type WhatsApp, qui sont moins usuelles que celles que je viens de citer notamment, mais qui justement sont reconnues d'utilité publique et travaillent justement à la préservation, à l'utilisation de moins de ressources possibles pour stocker les données, pour faire le ménage, voilà, de certains mails qui ne servent pas à grand-chose, de certaines discussions, bref, en tout cas de ne plus polluer à la fois les boîtes mail ou les fils de discussion, les réseaux sociaux. Donc, c'est des petites actions, effectivement. Ouais, il existe plein de choses. Voilà, je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a Même des beaucoup. fournisseurs de Internet Voilà, verts. voilà. Et moi, je suis en train d'en sortir, mais là, je suis maquée avec Orange, donc je ne peux pas sortir avant février 2026. Mais au 1er mars 2026, je sais que je vais aller vers un autre fournisseur Internet, mais qui fonctionne avec le même réseau, les mêmes relais qu'Orange. Donc, j'aurai la même qualité de service, sauf que ça va être vachement moins cher et que je ne vais pas polluer. Oui, bah voilà, Donc, il y a tout un Stéphane, tas de- vous avez compris de ce dont je faisais référence, effectivement. C'était quoi? C'est les transferts au lieu d'utiliser les liens. Fil vert à la place Oui, de WeTransfer ou de Swiss Transfer, fil vert, c'est très très bien. Ouais. Tout à fait. Mais ça, c'est pour transmission de fichiers, c'est pas une messagerie. Oui, tout à fait. Oui. Mais voilà, pour dire que quand on est à notre niveau, on a plusieurs accès à des ressources vertes, moins énergivores. Ouais. Très bien. Alors, pour rentrer dans la communauté et pour que vous compreniez pourquoi nous sommes tellement soucieux de cette problématique-là, c'est parce que, au regard de ce que nous a présenté Christelle sur la raison d'être de la structure, nous, en tant que communauté, on est passé par là. Nous sommes passés par là, par cette question ce que l'on souhaitait faire justement pour la société dans son intégralité et notamment la société des compétences qui est le secteur de la formation professionnelle. Donc, depuis 2022, le mois d'août 2022, la communauté donc existe, mais elle a réellement été officialisée le 20 mars dernier pour permettre finalement au plus grand nombre d'accéder à cet espace collaboratif réunissant à la fois des experts, et surtout des praticiens du quotidien, de terrain, de la formation professionnelle qui sont engagés et éco-responsables pour constituer cette communauté des savoirs. La communauté Performa, c'est un véritable lieu d'acculturation, à la fois pour les professionnels novices comme seniors qui souhaitent avoir accès à différents cas d'usage rencontrés par les experts, à pouvoir partager leurs pratiques avec les professionnels terrain et surtout trouver les réponses à leurs questions pour pouvoir avancer et faire perdurer leurs activités.
La communauté Performa, elle a été fondée sur le principe de la permaculture, on va pas faire de jardinage, mais simplement, qu'est-ce que c'est que la permaculture? C'est issu d'une éthique et de principes qui permettent d'assurer la durabilité d'un écosystème, mais également tout en étant résilient. Et tout cela d'un point de vue écologique, économique et social. Le fonctionnement de la communauté Performa consiste véritablement à observer, étudier avec les experts, les praticiens, les professionnels, d'observer le système formation, puisque c'est un système vivant, et comprendre comment il est possible justement de faire converger à la fois les enjeux business avec les enjeux sociétaux. Donc clairement, c'est pour ça que la RSE fait intégralement partie de nos préoccupations, puisque nous la vivons au quotidien au sein même de la communauté. Nous avons donc au sein de la communauté différents experts. Aujourd'hui, on est on n'a pas encore atteint la dizaine, mais on est sur une petite dizaine, une grande dizaine même de référents spécialistes et qui interviennent sur 5 domaines de compétences. Donc, vous les avez là d'afficher à l'écran. Donc, Christelle est là, donc effectivement, c'est notre référente spécialiste pour la dominante RSE. Et nous avons aussi donc, d'autres référents qui, eux, vont être positionnés sur la dominante pédagogie, la dominante digitalisation, automatisation, l'autre dominante qui est la réglementation, et donc vous avez en dessous les explications de qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces dominantes, et enfin la dominante développement des compétences. Chacun de ces domaines est supervisé, animé et donc modéré par un ou des référents spécialistes. Et l'objectif de ces webinaires, c'est effectivement de vous présenter à la fois les problématiques sur lesquelles nous sommes en train de travailler, que nous sommes, comme je l'ai dit, en train d'observer pour les objectiver et en sortir des actions concrètes. Mais nous souhaitons donc ouvrir les portes de la communauté pour vous permettre à tous, les acteurs engagés, éco-responsables, bien de la rejoindre, cette communauté, pour travailler avec nous, travaillons ensemble justement à améliorer cet écosystème avec, vous l'avez compris, la logique de la permaculture. 7 services vous sont proposés au sein de la communauté. Ces services font partie soit d'une affiliation annuelle, où ces services peuvent totalement être souscrits à titre unitaire. Si vous souhaitez, par exemple, là pour le workshop de cet automne, alors il y aura un autre workshop sur la thématique de la qualité qui aura lieu pareil en automne. Mais si vous souhaitez simplement nous rejoindre pour la partie workshop, vous pouvez très bien souscrire à cette offre de manière unitaire. Si maintenant, comme nous, vous voulez travailler sur les sujets en profondeur, améliorer les conditions de travail, faire en sorte de répondre à vos problématiques et surtout collaborer entre experts et praticiens, eh bien, véritablement, on vous invite à nous rejoindre et de souscrire à une affiliation annuelle. Donc, vous avez les tarifs qui sont proposés ici. Dans cette affiliation, vous avez donc droit à l'ensemble de ces services exclusifs. Et à la différence de ceux qui ne souscriraient pas à un contrat d'affiliation, vous avez accès totalement au réseau social collaboratif qui, lui, est modéré en temps réel par le référent spécialiste et qui est là justement pour répondre à vos interrogations du moment, pour justement ne pas vous laisser bloquer par des réglementations qui s'imposeraient à vous et pouvoir les travailler ensemble. Chose à savoir également, puisque nous avons fait toute cette démarche de penser effectivement à notre raison d'être et surtout à ce que nous souhaitions offrir au monde, comme il se dit,
il nous tient à cœur et à raison de reverser chaque année une partie des sommes collectées avec cette affiliation, de les reverser à deux catégories d'associations. Une partie d'associations qui luttent contre les maladies, telles que la sclérose en plaques, le cancer, vous doutez pourquoi. Et la seconde partie, des associations qui luttent justement pour préserver la biodiversité, préserver l'environnement et préserver aussi les citoyens du monde. Voilà, donc dans notre engagement RSE, en tout cas, dans notre plan d'action, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et où l'on veut, pas à pas, emmener chacun de nos affiliés à cette prise de conscience pour comprendre que bien par un geste, effectivement, finalement, on œuvre tous ensemble à l'amélioration en continu de notre société. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça de la communauté Performa. Il y aura un webinaire que j'organiserai le 17 juin qui sera véritablement dédié aux services offerts par la communauté, aux valeurs, à la présentation de nos référents. Donc, je vais m'en arrêter là sur la présentation de la communauté pour vous inviter à nous rejoindre pour plus de questions sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier de votre participation active lors de nos webinaires et vous donner rendez-vous, notamment pour les prochains. Donc les prochains auront lieu, vous les avez en beige, couleur crème, voilà. Les prochains aura lieu donc jeudi 12 juin sur la thématique de l'évaluation des transferts de compétences, donc visés en formation. Le 19 juin, vous aurez rendez-vous avec moi concernant les certifications professionnelles inscrites à France Compétences. D'ici là, peut-être que les décrets seront enfin parus, mais ça, c'est une autre paire de manches. Le 24 juin, vous avez rendez-vous avec nous avec notre référente spécialiste CPF pour comprendre finalement c'est quoi ces différents référentiels qu'on nous présente entre le GIE des 2 OF, la qualité des formations inscrites sur EDOF. Et enfin, le 26 juin, vous avez rendez-vous pour parler bilan de compétences avec notre référente spécialiste du sujet. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur notre page événements de LinkedIn où vous aurez ces 4 webinaires en accès pour vous inscrire. Vous pouvez également retrouver nos précédents webinaires sur la chaîne YouTube Performa. Donc, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à notre chaîne, à liker, partager, commenter et surtout nous dire ce dont vous souhaiteriez que nous fassions part lors de nos différentes présentations. Et si vous souhaitez donc en savoir plus sur les conditions d'affiliation, parce qu'il y a une offre spéciale jusqu'au 31 juin pour permettre les préinscriptions. Et voilà. Donc, on s'en arrête là. En tout cas, je remercie Christelle de sa participation active, de sa disponibilité. Et puis, merci à vous de nous avoir rejoints. Et je vous souhaite donc une belle après-midi et surtout de continuer à agir ensemble pour transformer les pratiques et faire rayonner les savoirs. Bon après-midi à tous. Merci à vous. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir.